Pas de souci. Je vais couper mon micro. Bien, bonsoir donc dans ce direct du MOOC Dialogue social dans l'entreprise. Donc normalement ce soir nous ne devrions pas avoir de soucis techniques comme nous avons eu la semaine dernière. Donc la séquence de cette semaine portait plutôt sur la négociation collective dans l'entreprise. Ceci dit, comme la semaine dernière, les questions n'avaient peut-être pas pu être posées. Si vous voulez, on peut revenir également sur la première semaine qui portait sur le droit syndical dans l'entreprise. J'aurais tendance à vous proposer de concentrer les questions. C'est pas une obligation, évidemment. Si vous avez des questions urgentes, on va essayer de vous y répondre. Mais j'aurais tendance à vous proposer de concentrer les questions plutôt sur les séquences qui ont été vues au cours de la semaine écoulée. Parce que j'ai vu que vous aviez beaucoup de questions qui portaient en fait sur les prochaines semaines, 3, 4 et même 5. Et je me suis demandé si en fait les apports des 2 premières semaines étaient complètement bien intégrés, parce que c'est un peu comme un mur, on travaille avec des briques et si on n'a pas bien posé les premières briques, et bien ensuite le mur risque de s'effondrer. Et donc nous sommes là pour construire évidemment des murs ou des ponts. C'est bien les ponts aussi. Des ponts solides pour aller les uns vers les autres. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des premières questions pour celles et ceux qui sont là. Je vois des noms que je crois sur le forum, des personnes qui sont actives sur le forum. Je ne sais pas si Muriel ou Sabine ou excusez-moi, j'arrive pas à lire le nom de la troisième personne, ou d'autres personnes ont des questions immédiatement à poser. Autrement, je peux revenir sur des règles en matière de négociation collective dans l'entreprise, évidemment, si vous le souhaitez. Je vous laisse quelques instants pour que vous réfléchissiez éventuellement s'il y a une ou deux questions à poser. Vous avez vu que je réponds sur le forum aux questions qui correspondent à la semaine écoulée. Donc, je ne réponds pas aux questions qui portent sur, par exemple, la négociation de points particuliers ou la consultation du comité social et économique qu'on n'a pas encore vu sur des points particuliers. Non. Peut-être que si je démarre, ça va inciter à revenir sur un certain nombre de points. Bon, alors, dans les points nouveaux qu'il faut bien comprendre, il y a notamment le fait que l'accord d'entreprise devient une source essentielle du droit du travail. C'est ce qui figure notamment dans la séquence sur l'articulation des sources du droit du travail. Donc, l'accord d'entreprise devient une source essentielle. Cela signifie que sur toute une série de questions, eh bien, à l'avenir, il faudra aller consulter l'accord d'entreprise qui a été négocié, signé et qui est en vigueur dans l'entreprise. Cet accord d'entreprise, vous avez dû le voir, cet accord d'entreprise, il va être prioritaire, il va avoir la primauté par rapport aux accords de branche. Donc ça, c'est véritablement un bouleversement. C'est pas un bouleversement tout à fait nouveau, parce que ça a commencé à se mettre en place en 2004 et puis ça s'est intensifié en 2016, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui est intensifié. Donc l'accord d'entreprise a, en règle générale, pas toujours, en règle générale, la primauté sur l'accord de branche. En revanche, vous avez sans doute vu que, en règle générale, eh bien, l'accord d'entreprise n'a pas la primauté sur toutes les autres sources. Par exemple, face à la loi, c'est toujours la loi qui a la primauté. Donc la loi s'impose en règle générale à l'accord d'entreprise, sauf si l'accord d'entreprise est plus favorable. C'est l'application classique du principe de faveur. En règle générale, l'accord d'entreprise ne s'impose pas au contrat de travail, sauf s'il est plus favorable, et sauf dans des cas très particuliers que l'on verra plus tard en matière d'emploi. Donc l'accord d'entreprise n'est pas la source prioritaire dans tous les cas, mais c'est la source prioritaire par rapport à l'accord de branche. Cet accord d'entreprise, il va pouvoir porter sur de très nombreux sujets, et vous avez dû voir qu'il y a donc des thèmes obligatoires de négociation. Des thèmes obligatoires de négociation avec une certaine périodicité
de ces négociations. Vous avez dû voir également, et ça c'est nouveau, que l'accord d'entreprise va devenir une source essentielle pour définir les règles du dialogue social dans l'entreprise. Autrement dit, et c'est ce que l'on verra dans les semaines prochaines, l'accord d'entreprise va définir très largement les règles de fonctionnement du comité social et économique dans l'entreprise. Cela signifie que ces règles ne seront plus les mêmes, ne seront plus identiques suivant les entreprises. Il faudra examiner le contenu de l'accord d'entreprise qui a été conclu dans chaque entreprise. Cela signifie que nous avons une nouvelle architecture du droit du travail sur un certain nombre de questions. Pas sur toutes les questions, mais sur un certain nombre de questions. Et pour ce qui nous intéresse, en matière de dialogue social dans l'entreprise, eh bien, vous avez sans doute en tête ces 3 étapes, mais je les rappelle parce qu'elles sont tout à fait essentielles. Nous avons tout d'abord des règles légales minimales, que l'on peut appeler comme étant des règles d'ordre public social. Ce sont des règles qui doivent s'appliquer dans toutes les entreprises. C'est ce que dans le Code du travail, on retrouve sous l'intitulé ordre public. Ensuite, ces règles, eh bien, elles doivent être complétées, parce que ces règles, elles ne sont pas suffisantes pour activer le dialogue social dans l'entreprise. Elles fixent un certain nombre de thèmes de négociation, de périodicité, quelques règles sur le déroulement des négociations, quelques règles qu'on verra plus tard sur le comité social économique, mais elles ne règlent pas toutes les questions qui peuvent se poser en matière de dialogue social. Par conséquent, on va pouvoir négocier des accords d'entreprise pour définir les règles en matière de dialogue social. C'est ainsi qu'on va pouvoir, dans un accord d'entreprise, déterminer la périodicité des négociations, au maximum tous les 4 ans pour la plupart des négociations. On va pouvoir, dans un accord d'entreprise, déterminer les différents thèmes qui vont être abordés à l'occasion de chaque négociation obligatoire. On va pouvoir, dans un accord d'entreprise, déterminer un certain nombre de règles sur le processus de négociation. Combien de réunions? Quelles informations sont communiquées? Est-ce qu'on peut faire appel à des experts? Est-ce que l'on peut former les personnes qui vont négocier? Etc. Autrement dit, le processus de négociation devient un objet de négociation. Donc, nous allons avoir quelque chose d'un petit peu plus complexe que ce que nous connaissions jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent, nous avions le Code du travail qui fixait des règles, et puis un accord pouvait améliorer ces règles. Là, le schéma n'est plus le même. Nous avons le Code du travail qui fixe quelques règles minimales, et ensuite, c'est l'accord d'entreprise qui doit fixer les règles du jeu. Alors, dans certaines entreprises, on ne va pas négocier. Il n'y aura pas de négociation, ou bien il y aura des négociations, mais on ne va pas aboutir. Ou bien on va se mettre d'accord sur le fait qu'il vaut mieux essayer d'en rester au système qui existait déjà précédemment. Et dans ce cas, donc, on a un troisième étage, une troisième étape, si vous voulez, c'est ce que l'on appelle les dispositions supplétives. Les dispositions supplétives, ce sont donc des règles légales, pour l'essentiel, qui vont s'appliquer quand il n'y a pas d'accord d'entreprise qui fixe les règles du jeu en matière de dialogue social. Donc la loi ici revient, mais elle revient à titre supplétif, justement pour pallier l'absence d'accord d'entreprise. Alors face à ce schéma, nous pouvons avoir grosso modo trois démarches. Nous pouvons avoir une démarche qui serait une démarche que l'on appellerait à droit constant, c'est-à-dire où les directions de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives arriveraient à la conclusion, et c'est ce qui se passe dans un certain nombre d'entreprises, que dans l'entreprise, le dialogue social qui existe actuellement, il est satisfaisant, et on va essayer de conserver ce qui existe. Donc dans ce cas, on va appliquer évidemment les règles d'ordre public social, on va appliquer les dispositions supplétives, et le cas échéant, on va signer un accord d'entreprise, mais un accord d'entreprise qui va être complémentaire, qui va améliorer sur tel ou tel point ce que dit la loi.
Ça, c'est une première démarche qu'on peut appeler démarche à droit constant. Ensuite, on a une autre démarche qui peut consister à dire, saisissons l'occasion de cette loi et essayons d'innover, essayons d'adapter, essayons de créer, pas d'adapter, essayons de créer des règles qui vont vraiment correspondre à ce que nous souhaitons dans l'entreprise sur le plan économique et social, sur le plan social et économique, puisque évidemment les deux sont liés. Donc là, on s'inscrit dans une conception où on considère que le dialogue social est véritablement une ressource pour améliorer la performance de l'entreprise, mais l'entreprise entendue sur le terrain social et économique, c'est-à-dire pour l'ensemble des acteurs, les salariés, la direction de l'entreprise, les clients, les fournisseurs, les actionnaires, tout le monde. D'accord. Donc ça, c'est une voie qu'on peut appeler vertueuse. On essaye de faire mieux que ce que dit la loi. Donc on va évidemment appliquer les dispositions minimales d'ordre public et on va négocier et conclure un accord qui va être plus favorable que les dispositions supplétives. C'est-à-dire que l'on va imaginer comment répondre à toute une série de problématiques de manière à ce que le dialogue social réponde réellement, pleinement aux attentes à la fois des salariés et de la direction de l'entreprise. Alors, il y a quelques entreprises qui se sont engagées dans ce type de démarche. Alors, je ne fais pas de publicité, mais puis je pourrais vous le mettre sur la plateforme si vous voulez. Mais par exemple, l'accord qui a été signé dans le groupe Thales est un accord qui, sur de très nombreux points, est un accord véritablement intéressant et qui aborde en même temps les questions sociales et économiques avec l'objectif que l'ensemble des acteurs soient satisfaits par ces dispositions. Et puis à l'inverse, mais complètement à l'inverse, on peut avoir une démarche qui est au contraire une démarche où on serait amené à considérer, c'est dommage, mais il en est ainsi, on serait amené à considérer que le dialogue social, finalement, c'est une contrainte. C'est une contrainte et il faut réduire au maximum cette contrainte. Et donc dans cette démarche, on appliquerait évidemment les dispositions d'ordre public. Ce n'est pas possible de ne pas les appliquer. Et on négocierait et on signerait un accord, mais un accord qui serait en deçà des dispositions supplétives, c'est-à-dire un accord qui prévoirait, notamment sur un certain nombre de questions, des règles minimales, des règles qui seraient vraiment très limitées. Donc là, on est évidemment dans un risque que le dialogue social ne soit pas perçu comme étant une ressource de performance pour l'entreprise et l'ensemble des acteurs. Et donc là, c'est un regard plutôt mitigé, voire carrément négatif sur le dialogue social. Évidemment, il y a des entreprises qui s'engagent dans ce type de démarche. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que désormais, dans chaque entreprise, les acteurs sociaux sont confrontés à un choix. Il faut qu'ils choisissent ensemble, direction de l'entreprise et organisation syndicale représentative, il faut qu'ils décident ensemble vers quel schéma ils ont l'intention de s'engager. Je vous ai donné les 3 grandes branches, évidemment. Il y a des étapes intermédiaires entre chacune de ces... Il y a des possibilités de faire intermédiaires entre chacune de ces démarches. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans chaque entreprise, il faut faire des choix. Et il faut que la direction de l'entreprise et les organisations syndicales fassent ces choix ensemble, évidemment, de manière consciente. Ce qui veut donc dire que, en amont de toutes les négociations, en amont des négociations sur les salaires, sur le temps de travail, sur l'égalité femmes-hommes, sur la santé-sécurité, etc., en amont de ces négociations sur des thèmes précis, il doit y avoir une négociation sur la négociation. Il doit y avoir une négociation sur comment est-ce que l'on va négocier dans l'entreprise, sur quel thème est-ce que l'on va négocier. Donc, quel va être l'objet de la négociation, quels vont être les thèmes, évidemment les thèmes obligatoires, mais peut-être également d'autres thèmes, puisque s'applique ici, bien évidemment, la liberté contractuelle. La liberté contractuelle est première, et la loi vient ensuite préciser un certain nombre de thèmes obligatoires. Donc, sur quel thème on négocie? Selon quelle périodicité on négocie?
Tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans. Sur chaque thème, quels sont les points sur lesquels on va négocier? Vous avez vu qu'il y a en particulier une négociation qui s'appelle qualité de vie au travail. Et dans cette négociation qualité de vie au travail, dans les dispositions supplétives, on précise quels sont les différents points de négociation. Si on signe un accord d'entreprise qui va s'appliquer à la place des dispositions supplétives, bien évidemment, il faut préciser quels vont être les thèmes de négociation. Et puis, point important, on va devoir négocier d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accord d'entreprise devenant une source essentielle du droit du travail applicable dans l'entreprise, il faut s'intéresser au processus de négociation. Parce que bien évidemment, la manière dont on aura négocié va avoir une incidence sur le résultat de la négociation. Alors tout le monde le sait de manière empirique, dans la vie, même en dehors du travail et de l'emploi, et évidemment dans le domaine du travail et de l'emploi, très fréquemment, des personnes sont amenées à négocier. Négocier sur des tas de sujets. Eh bien, la manière dont on va négocier, les modalités de la négociation ont un effet, ont des conséquences finalement sur le résultat de la négociation. Et donc ici, s'applique déjà, mais va s'appliquer d'une manière de plus en plus intense, un principe juridique qui s'appelle le principe de loyauté. Ce principe de loyauté, il est issu du droit civil. En droit civil, on l'appelle plutôt la bonne foi, et en droit du travail, on l'appelle plutôt la loyauté, mais on parle de la même chose. Cela signifie que dans une négociation, eh bien, il y a un certain nombre de choses que les acteurs doivent faire, et en revanche, il y a des choses que les acteurs ne doivent pas faire. Les acteurs doivent agir dans l'objectif d'aboutir à un accord. C'est ce que l'on peut appeler une coopération, évidemment plus ou moins conflictuelle, suivant les entreprises, suivant les acteurs, suivant les sujets. Cela signifie, par exemple, que dans le cadre de ces négociations, eh bien, l'employeur ne doit pas discriminer une organisation syndicale. L'employeur ne doit pas privilégier une organisation syndicale. L'employeur doit communiquer les informations qui vont permettre aux délégations de négocier en toute connaissance de cause, nous dit le texte. C'est-à-dire que l'employeur doit communiquer les informations pertinentes pour que cette négociation soit une négociation authentique, une véritable négociation. Une négociation loyale, cela signifie également, ce sont des exemples, ce sont des illustrations de quelques points importants. Une négociation loyale, cela signifie qu'il doit y avoir une co-construction de l'accord. C'est-à-dire que la partie entreprise, employeur, direction de l'entreprise, et les différentes parties syndicales doivent ensemble contribuer à la rédaction de l'accord. Elles doivent ensemble co-construire l'accord final. Cela signifie que certains procédés ne relèvent pas de la négociation. Par exemple, le procédé où dans l'entreprise, l'employeur vient, évidemment de bonne volonté, avec un projet d'accord, et qu'ensuite les délégations syndicales essayent d'amender ce projet d'accord, là on n'est pas véritablement dans la co-construction, on n'est pas véritablement dans une négociation. Pour qu'il y ait négociation, il est nécessaire que les parties soient à armes égales. Et pour qu'elles soient à armes égales, eh bien, il est en particulier nécessaire que toutes les parties aient le même niveau d'information. D'ailleurs, en complément du Code du travail, le nouveau Code civil, eh bien, le nouveau Code civil nous dit que quand dans une négociation, une partie détient une information et que cette information est importante pour le résultat de la négociation, eh bien, cette partie doit communiquer l'information aux autres parties. L'information est évidemment un élément stratégique de la négociation. Et cette information, elle figure notamment, mais pas seulement, notamment dans la base des données économiques et sociales, la BDES, sur laquelle on reviendra plus longuement dans le cadre du comité social et économique. Négociation loyale, cela signifie également que
Les organisations syndicales doivent avoir la possibilité de saisir leur fédération syndicale en cours de négociation, doivent avoir la possibilité d'informer les salariés sur le déroulement de ces négociations, sur recueillir la possibilité de recueillir auprès des salariés leurs demandes, la possibilité de les informer de la manière dont les choses sont traitées. Et puis, il doit y avoir le règlement de la question du temps. Parce qu'une négociation, pour qu'elle soit authentique, suppose que l'on prenne un peu son temps. C'est-à-dire que l'on admette que nous allons avoir besoin de plusieurs réunions espacées par certains délais, en nombre suffisant, ces réunions, pour que la négociation soit véritablement une négociation avec des échanges d'arguments entre les parties. Négociation loyale, cela signifie également que l'employeur doit répondre de manière motivée aux propositions qui sont formulées par les organisations syndicales. Cela signifie que les organisations syndicales doivent pouvoir formuler leurs propres propositions et qu'elles doivent être mises en débat et qu'il doit y avoir des réponses motivées. Bon, voilà quelques éléments qui vont conduire à la conclusion, la signature d'un accord d'entreprise à l'issue d'une procédure authentique de négociation à armes égales entre les différentes parties. La formule à armes égales est une formule qui nous vient du droit européen. Cet accord d'entreprise, il va donc ensuite pouvoir jouer un rôle sur toute une série de questions. Et donc, il va être en particulier très important que cet accord d'entreprise soit bien rédigé, que cet accord d'entreprise soit clair, parce que les salariés, la direction de l'entreprise vont s'y référer quand telle ou telle question va se poser. Et cet accord d'entreprise, eh bien, il est évidemment public, il doit être connu par l'ensemble des salariés de l'entreprise, il va être déposé auprès des services du ministère du Travail, auprès de la direction régionale du travail. Et nouveauté, cet accord d'entreprise, il est désormais déposé, sauf quelques cas particuliers, en règle générale, cet accord d'entreprise, il est désormais déposé sur un site qui est le site Légifrance. Et donc, tous les accords d'entreprise qui sont signés en France, par quelques thèmes particuliers, eh bien, tous les accords d'entreprise sont accessibles au public. Donc ça, c'est évidemment extrêmement important parce que c'est un élément d'information. Et puis, ça peut être un élément également pour aller s'inspirer, pour prendre connaissance de ce qui a pu se faire dans d'autres entreprises. Et on peut évidemment puiser un certain nombre d'idées sur la manière de régler certaines questions qui a pu être trouvée dans certaines entreprises. Il faut faire preuve d'imagination et l'accès à l'information peut évidemment nourrir cette imagination. Cet accord d'entreprise, il va donc ensuite s'appliquer au contrat de travail et cet accord d'entreprise, il va s'appliquer en matière de dialogue social concernant les négociations collectives, concernant le comité social et économique. Et cet accord d'entreprise, il va devoir fixer ses règles d'administration, c'est-à-dire qu'il va fixer en particulier le suivi de l'accord, qu'est-ce qu'on met en place pour suivre l'application de l'accord, et puis éventuellement, qu'est-ce que l'on met en place pour réviser l'accord, parce que cet accord, il faudra très certainement le réviser parce que les choses évoluent, la vie dans l'entreprise évolue, l'entreprise évolue, les salariés évoluent, et donc à un moment donné, il faut réviser l'accord. Et ce sera le cas en particulier, on en reparlera la semaine prochaine et les semaines suivantes, en ce qui concerne le comité social et économique. On va signer en 2019, dans la plupart des entreprises, un accord pour régler un certain nombre de questions concernant le comité social et économique. Et très certainement, au bout de 1, 2, 3, 4 ans d'application de cet accord, eh bien, on verra la nécessité d'adapter tel ou tel point. Donc tout cela va figurer dans l'accord d'entreprise et c'était notamment le point important de cette deuxième semaine, de cette séquence sur la deuxième semaine. Vous avez vu également que cet accord d'entreprise, pour être valide, il doit être négocié de manière loyale, il doit être négocié entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Donc vous avez vu au cours de la première semaine qu'est-ce qu'était une organisation syndicale représentative, c'est-à-dire c'est une organisation qui répond à 7 critères,
et en particulier le critère de l'audience électorale. Et j'attire votre attention sur le fait que le critère de l'audience électorale n'est qu'un critère parmi les 7. Et que si, comme cela a été jugé à plusieurs reprises, si une organisation syndicale ne remplit pas un certain nombre de critères, même si elle a une audience électorale supérieure à 10%, eh bien, cette organisation n'est plus représentative dans l'entreprise. Notamment, cela a été jugé, notamment pour des organisations qui ne faisaient pas preuve d'indépendance à l'égard de l'employeur. Donc la négociation a lieu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, et cet accord, pour être valide, eh bien, il doit évidemment être signé par l'employeur et par au moins une organisation syndicale, mais il doit être signé par des organisations syndicales représentatives qui, ensemble, représentent plus de 50% des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections de titulaires pour le comité social et économique, 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Donc tous les éléments sont importants. Donc l'accord ne sera valide que s'il a été signé par des organisations syndicales représentatives que l'on appelle souvent rapidement, entre guillemets, majoritaires. Alors, elles ne sont pas majoritaires en nombre, elles sont majoritaires en audience électorale. Plus de 50% des suffrages valablement exprimés, ce qui signifie que l'on ne compte pas les bulletins blancs ou nuls, 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives pour les élections au comité social et économique au premier tour pour les titulaires. Donc si cette condition est remplie, eh bien l'accord est valide. L'accord pourra être contesté, le cas échéant, s'il n'a pas été négocié de manière loyale ou si il contient des clauses qui éventuellement sont illégales. Alors il y avait une question qui était posée, qui était de dire finalement, est-ce que l'accord fait l'objet d'un contrôle quand il est déposé à la directe? Non, l'accord ne fait pas l'objet d'un contrôle de légalité quand il est déposé à la direction régionale du travail. La direction régionale du travail ne contrôle pas la légalité de l'accord au moment du dépôt. Cela signifie que ce n'est pas parce qu'un accord a été enregistré par la directe qu'il y a eu un contrôle de légalité. Bon, l'un d'entre vous a posé une question, mais on reviendra sur cette question beaucoup plus tard, lors d'une des dernières séquences, 4 ou 5. Dans certains cas, l'accord doit faire l'objet d'un contrôle de validité par la direction régionale du travail. C'est le cas des accords en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, quand il y a des licenciements économiques, et les accords de rupture conventionnelle collective. Mais en dehors de ces cas exceptionnels, il n'y a pas de contrôle de légalité au moment du dépôt. Bon, voilà quelques points essentiels concernant justement cette séquence, cette semaine en matière de négociation collective. Alors, cette séquence est particulièrement importante puisqu'en fait, c'est par le biais de la négociation collective que vont être réglées toute une série de questions que l'on va voir au cours des semaines 3, 4 et 5. C'est-à-dire que toutes les questions, de très nombreuses questions en matière de composition, attribution, fonctionnement du comité social et économique, en matière de consultation du comité social et économique sur un certain nombre de questions particulières, l'emploi, la santé-sécurité, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les questions de mise en place éventuellement d'un conseil d'entreprise, toute une série de questions, en fait, vont être réglées par le biais d'un accord d'entreprise. Et donc, il faut savoir qui négocie cet accord, comment on le négocie et quelle est la portée de l'accord. Donc, la séquence sur la négociation collective est en fait déterminante pour toutes les autres séquences concernant l'objet et les modalités du dialogue social dans l'entreprise. Bon, voilà
un rappel sur quelques points essentiels. Hein, c'est parfois utile d'avoir un rappel oral par rapport à un certain nombre de choses que vous avez pu voir au cours des séquences, mais ça peut valoir la peine de revenir. Alors, je ne sais pas si par rapport à ces points ou par rapport à d'autres points, les personnes qui nous ont rejoints auraient des questions. Vous êtes un certain nombre à nous avoir rejoints. Je ne sais pas s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que l'on revienne. N'hésitez pas, c'est l'occasion. Vous avez vu que je réponds au fur et à mesure à vos questions sur le forum, mais là on peut avoir un échange en direct. Donc vous pouvez poser les questions par écrit. Et donc, je peux essayer d'y répondre. N'hésitez pas. Beaucoup de questions. Je veux bien revenir sur d'autres points, mais dites-moi au moins sur quel point éventuellement vous souhaiteriez que l'on revienne. Autrement, je vais craindre de vous ennuyer en répétant un certain nombre de choses. Je veux bien répéter, mais ça suppose que ça réponde à votre attente. Alors, j'ai vu qu'un certain nombre d'entre vous étaient très actifs sur le forum en posant des questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Pensez bien que quand vous vous posez une question, il y a très certainement d'autres personnes qui se la posent. Donc, nous sommes là dans un processus de formation, donc il faut être très à l'aise sur les choses qui éventuellement n'ont pas été bien comprises, en sachant que le nouveau dispositif est quand même relativement complexe. Alors, pour dénoncer l'accord, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir 50% Oui, donc c'est effectivement une bonne question. La dénonciation, elle peut émaner dans l'entreprise de l'employeur ou des organisations syndicales. Donc l'employeur, il peut bien évidemment dénoncer l'accord, et cela aura pour effet que l'accord ne sera plus applicable au bout d'un certain délai. Il doit y avoir un préavis, et ensuite il y a une période de maintien provisoire de l'accord, et ensuite l'accord tombe. L'accord tombe véritablement, puisqu'il n'y a plus de maintien des avantages individuels acquis, sauf en ce qui concerne la rémunération, pour les éléments de rémunération qui ont été perçus pendant au moins un an. Côté salarié, c'est beaucoup plus complexe parce qu'en fait, une organisation syndicale peut dénoncer, mais si d'autres organisations syndicales signataires sont toujours signataires, eh bien cela n'a pas d'incidence. Donc souvent, les organisations syndicales sont amenées à dire qu'elles vont dénoncer l'accord, mais en fait, cela suppose que l'ensemble des organisations syndicales dénoncent. La dénonciation d'une seule organisation syndicale n'a pas en soi d'effet, sauf si évidemment elle était la seule signataire de l'accord, mais c'est une disposition c'est une situation que l'on rencontre désormais rarement. Donc la problématique de la dénonciation est actuellement plutôt une problématique pour point de délai de refus. Alors, il y a une autre question sur l'information des salariés. Donc, les salariés doivent être informés des accords qui sont conclus dans l'entreprise. Donc, cela doit être fait suivant la taille de l'entreprise et suivant les moyens technologiques dont elle dispose. Cela peut être fait via l'intranet. Cela peut être fait tout simplement via un affichage dans l'entreprise. Ça, c'est de la part de la direction de l'entreprise. Et puis, bien évidemment, les organisations syndicales doivent normalement informer les salariés sur le fait qu'un accord d'entreprise a été conclu dans l'entreprise. Donc, les salariés doivent être informés en cours d'emploi des accords qui sont conclus dans l'entreprise. Et les salariés les nouveaux salariés lors de l'embauche, doivent être informés des dispositions conventionnelles qui s'appliquent dans l'entreprise, donc notamment des accords de branche, mais également des accords d'entreprise qui auraient pu être signés
Et sur le bulletin de salaire doit figurer l'intitulé de l'accord de branche applicable. Donc l'entreprise, la direction de l'entreprise doit informer les salariés sur les accords d'entreprise qui ont été conclus. Et ces accords d'entreprise doivent être aisément accessibles dans l'entreprise. Et point nouveau, hein, je réinsiste parce que c'est véritablement nouveau, les accords d'entreprise sont consultables sur le site Légifrance, sont consultables évidemment gratuitement. Donc si vous allez sur le site Légifrance, hein, qui est le site officiel du service public de l'information juridique, vous verrez que vous avez accès à l'ensemble des codes, notamment le code du travail, vous avez accès à la jurisprudence, vous avez accès au droit européen, vous avez accès aux conventions collectives de branche et, nouveauté, vous avez accès aux accords d'entreprise qui ont été signés. C'est extrêmement bien fait et c'est d'accès simplifié. D'autres points? D'autres points à aborder? D'accord, donc l'une d'entre vous nous dit qu'elle a testé Légifrance pour consulter donc un accord d'entreprise. Bon, je vous invite à le faire hein, dans le cadre des travaux pratiques. Vous pouvez aller sur le site Légifrance et puis donc consulter tel ou tel accord d'entreprise. Hein, regardez une entreprise qui vous intéresse, celle où vous exercez vos fonctions, ou une entreprise où éventuellement vous êtes candidat pour un emploi. Alors l'accord, oui, excusez-moi, l'accord peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. S'il est à durée déterminée, c'est une durée déterminée maximale de 5 ans. Et donc, suivant les thèmes, on peut avoir des accords à durée déterminée ou des accords à durée indéterminée. L'accord à durée indéterminée, évidemment, accorde plus de sécurité, puisque en fait, pour le modifier, eh bien, il faut prévoir une procédure de révision, alors que l'accord à durée déterminée peut tomber à l'issue de la durée qui a été prévue. Alors, je crois qu'il y avait des interrogations, peut-être une confusion sur la périodicité des négociations et sur la durée des accords. Vous avez vu qu'en matière de périodicité des accords, la périodicité, si on prend les deux principaux thèmes hein, de négociation, vous avez vu qu'on a une négociation sur les rémunérations et salaires effectifs en particulier, et puis une négociation qualité de vie au travail et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc on a ces deux négociations qui sont obligatoires dans toute entreprise où est présente une organisation syndicale représentative qui a créé donc une section syndicale d'entreprise. En ce qui concerne ces deux négociations, la périodicité dans les dispositions d'ordre public est de 4 ans au maximum. Donc l'accord d'entreprise peut lui fixer des durées variables, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans. Et en revanche, s'il n'y a pas d'accord d'entreprise dans la matière, eh bien, vont s'appliquer les dispositions supplétives. Et donc, dans ce cas, on revient à la négociation annuelle, c'est-à-dire que l'on revient à ce que certains d'entre vous ont peut-être connu et que l'on appelait parfois dans les entreprises les NAO, les négociations annuelles obligatoires. Et donc, cette périodicité de négociation va déterminer des accords qui peuvent être à durée déterminée ou à durée indéterminée. À chaque nouvelle élection, l'accord à durée indéterminée persiste. Oui, bien entendu, votre question est importante. Vous avez vu qu'il faut articuler l'ensemble des éléments. C'est pour ça que le dispositif est relativement complexe. Les organisations syndicales représentatives, ce sont les organisations syndicales qui répondent aux 7 critères. Et en particulier, le critère de l'audience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on rabat les cartes à chaque élection. En général, les élections au comité social et économique ont lieu tous les 4 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les 4 ans, on va redéfinir dans l'entreprise quelles sont les organisations syndicales qui sont représentatives.
Et en particulier, quelles sont les organisations syndicales qui ont recueilli plus de 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des titulaires du comité social et économique. Mais le résultat des élections va modifier, peut-être, parfois, dans certaines entreprises, la détermination des syndicats représentatifs. Des syndicats qui étaient représentatifs hier ne le sont plus après les élections. Des syndicats qui ne l'étaient pas le sont devenus. Des syndicats qui étaient représentatifs le sont toujours. Qu'est-ce qui se passe pour les accords? Les accords, s'ils sont à durée indéterminée, ou même à durée déterminée d'ailleurs, les accords, ils continuent à produire leurs effets. Les accords ne vont pas tomber parce que ce sont de nouveaux syndicats qui ont pu être choisis par les salariés comme syndicats représentatifs. Donc les accords demeurent. On peut faire une analogie, si vous voulez, avec les élections politiques. Vous avez une loi qui a été votée, vous avez des élections législatives, vous avez un nouveau Parlement. Le nouveau Parlement n'est peut-être pas de la même couleur politique que l'ancien Parlement. Pour autant, ça ne fait pas tomber les lois qui ont été votées. Les textes qui ont été votés demeurent. Bien évidemment, le nouveau Parlement pourra choisir de modifier telle ou telle législation, bien évidemment, mais ça supposera qu'il décide de le faire. Eh bien, c'est la même chose dans une entreprise. À la suite des élections professionnelles, ce sont des syndicats représentatifs qui se mettent en place, certains nouveaux, certains qui étaient déjà représentatifs, et ce sont ces syndicats représentatifs qui vont pouvoir renégocier les accords qui ont déjà été négociés, négocier de nouveaux accords, ou bien maintenir les accords qui existaient déjà en place. Donc tout va dépendre du choix des acteurs. Dans ce nouveau dispositif, très régulièrement, on va être amené à dire que tout va dépendre du choix des acteurs. Ce sont les acteurs, la direction de l'entreprise et les syndicats représentatifs qui sont ensemble les maîtres du jeu, qui définissent ensemble les règles du jeu. Donc, nouvelle élection ne signifie pas du tout fin de l'application des accords qui préexistaient. Alors, l'une d'entre vous pose une question concernant le mandatement. Alors, le mandatement, c'est quelque chose qui a été imaginé en 1995 pour essayer de trouver une solution à cette question assez française qui fait que dans de très nombreuses entreprises, il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas de syndicat, et donc s'il n'y a pas de syndicat, l'employeur est bien ennuyé parce qu'il voudrait négocier un accord, mais il n'a pas d'interlocuteur. Alors cette question, elle a été prise à bras-le-corps par la jurisprudence et par les acteurs sociaux en 1995. Donc on a une jurisprudence du 25 janvier 1995 et on a un accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995. Et en fait, depuis, un petit peu à l'occasion de chaque renouvellement politique, on modifie les règles du mandatement. Donc c'est pas nouveau, mais les règles sont modifiées. Le mandatement, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que dans une entreprise, l'employeur voudrait négocier sur tel ou tel sujet, ou bien des salariés voudraient négocier sur tel ou tel sujet, mais les salariés ne sont pas forcément prêts à créer une section syndicale d'entreprise, à s'affilier à une organisation syndicale représentative. Et donc, l'outil, ça va être le mandatement. Alors, qu'est-ce que c'est que le mandatement? Eh bien, c'est le fait pour une organisation syndicale représentative qui existe au niveau du département ou une fédération professionnelle. Vous avez vu que les syndicats relèvent de deux solidarités, la solidarité géographique et la solidarité professionnelle. Donc, une organisation syndicale représentative, ce qu'on appelle parfois une union départementale ou une union régionale ou une union locale, ou par ailleurs une organisation professionnelle, une fédération par exemple, va donner un mandat à un salarié de l'entreprise. Évidemment, ce salarié de l'entreprise, il s'est adressé à l'organisation syndicale.
L'organisation syndicale, elle le reçoit. Et elle lui donne un mandat en vue de négocier sur tel ou tel sujet. Et donc ce salarié, avec son mandat, il va négocier avec l'employeur un accord. Et cet accord va devenir un accord d'entreprise à l'issue notamment d'un vote des salariés. Alors, il y avait des questions en la matière. L'organisation syndicale, elle est évidemment libre de mandater ou pas telle ou telle personne qui s'adresse à elle. Elle n'a pas d'obligation. Elle peut ne pas souhaiter mandater telle ou telle personne. Parce que l'organisation syndicale, elle va s'engager à travers le mandat qu'elle confie à un salarié. Et l'organisation syndicale, elle est libre, avec une limite, mais qui est la limite habituelle dans tous les cas, c'est que l'organisation syndicale ne doit pas discriminer. Une organisation syndicale ne pourrait pas refuser de mandater une personne pour des raisons discriminatoires, comme un employeur n'a pas le droit de discriminer un salarié. Ce sont des règles comparables qui s'appliquent. Il y avait évidemment des questions ici concernant la personne qui va être mandatée et ce que l'organisation syndicale peut demander. Oui, l'organisation syndicale peut demander à la personne qui va être mandatée de se syndiquer. Cette personne, elle va recevoir un mandat du syndicat et elle va parler au nom du syndicat. Elle va engager avec l'employeur une négociation au nom du syndicat. Imaginez d'autres situations. Dans toutes les situations que vous pourrez imaginer, une organisation, quand elle confie un mandat à une personne pour parler en son nom, eh bien, cette organisation, que ce soit un syndicat, une association, quelle que soit l'association et le domaine d'activité, eh bien, cette organisation, évidemment, elle va demander à la personne d'être adhérente à l'organisation. Alors, il n'y a pas d'obligation, le Code du travail ne fixe aucune obligation en la matière, mais le syndicat peut légitimement demander à la personne de se syndiquer, puisqu'elle va parler en son nom, elle va négocier en son nom, et donc elle va engager l'organisation syndicale. Alors le mandatement, c'est quelque chose que l'on va voir essentiellement dans les entreprises de moins de 50 salariés. D'autres points? Alors oui, on peut avoir ce cas de figure. On peut avoir le cas de figure où l'employeur va informer les salariés qu'il souhaite engager une négociation sur tel ou tel thème. Et l'employeur indique, voilà, je voudrais négocier un accord d'entreprise sur tel ou tel sujet. Je vais vous inviter à pas forcément poser plusieurs questions en même temps parce que en fait je ne peux lire que pendant un délai court les questions qui sont posées. Donc je crois avoir vu la seconde question qui arrivait. Donc l'employeur informe les salariés du fait qu'il souhaite engager une négociation sur tel ou tel sujet en vue de signer un accord d'entreprise. Et il peut indiquer aux salariés que dans l'entreprise il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'y a pas de délégués syndicaux. Et que donc, voilà, il y aurait une possibilité qui serait que la négociation ait lieu avec un salarié mandaté. Et donc, il peut, d'une certaine manière, inviter les salariés qui le souhaitent, hein, qui sont volontaires, c'est eux qui décident, de s'adresser à telle ou telle organisation syndicale, en sachant qu'il ne peut y avoir qu'un mandatement par organisation syndicale. Donc, chaque syndicat représentatif peut mandater un salarié, mais il ne peut en mandater qu'un seul. Donc la CFDT peut en mandater un, la CGT peut en mandater un, la CGT-FO peut en mandater un, la CFTC, la CGC, etc. Donc on peut avoir plusieurs salariés mandatés, mais chaque mandat relève d'une seule organisation syndicale. Alors, autre question sur les négociations collectives. Alors, lors des négociations collectives, l'employeur va rencontrer les délégations syndicales. Les délégations syndicales, ce sont donc les délégations composées par chaque syndicat représentatif dans l'entreprise.
Donc, suivant les entreprises, eh bien, il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5, voire beaucoup plus d'organisations syndicales représentatives. Chaque organisation va donc composer sa délégation. Dans chaque délégation syndicale, on va trouver obligatoirement le délégué syndical. Alors, le délégué syndical, c'est la fonction. Ça peut évidemment être un homme ou une femme. Le ou la délégué syndical. Donc, obligatoirement le délégué syndical. Et ensuite ça dépend. Est-ce que il y a un accord de branche qui fixe des dispositions en la matière, un accord d'entreprise, et s'il n'y a aucune disposition conventionnelle applicable, eh bien, c'est la loi qui s'applique, c'est-à-dire que le délégué syndical, chaque délégué syndical peut se faire accompagner d'au moins un salarié, et quand il n'y a qu'un seul délégué syndical, il peut se faire accompagner de 2 salariés qui vont donc composer la délégation syndicale. Et puis, bien évidemment, on peut avoir ici des usages qui font que dans certaines entreprises, eh bien, la délégation peut être complétée d'une manière plus importante. Donc, la délégation syndicale, c'est normalement un collectif. Ce qui veut dire que dans la délégation syndicale de chaque syndicat, on a obligatoirement le délégué syndical, mais normalement, on n'a pas que le délégué syndical. On a le délégué syndical plus d'autres personnes qui peuvent être, par exemple, des personnes qui sont élues, qui ont été élues sur la liste syndicale du même syndicat. Par exemple, des personnes qui ont été élues au comité social et économique, désormais, en tout cas à partir du 1er janvier 2020. Voilà, il nous reste encore quelques minutes. S'il y a d'autres points sur lesquels vous souhaitez que l'on revienne, ou même si vous souhaitez que l'on revienne sur des points que l'on a abordés ce soir, mais qui pour vous ne sont pas parfaitement clairs, n'hésitez pas. Ce qui est le plus complexe, en fait, c'est cette nouvelle architecture. Cette nouvelle architecture. En cas de refus de l'accord par des salariés, licenciement avec ou sans indemnité. Ah, votre question est très vaste. Parce qu'en fait, tout va dépendre du type d'accord dont on parle. Les accords, en règle générale, pas toujours, mais les accords, en règle générale, vont être des accords qui vont améliorer la situation des salariés. Par exemple, des accords d'entreprise en matière de salaire. L'accord d'entreprise en matière de salaire, il doit fixer des dispositions qui vont être plus favorables que les dispositions de la convention collective de branche. Donc les salaires effectifs fixés dans l'accord d'entreprise vont être plus favorables que les salaires minima fixés dans l'accord de branche. Donc a priori, il n'y a pas de raison que les salariés refusent cet accord d'entreprise plus favorable, puisqu'il va leur apporter une amélioration en termes de rémunération. La question que vous posez, c'est une question que l'on va reprendre lors d'une prochaine séquence, je crois que c'est la semaine 4, quand on va aborder notamment des accords en matière d'emploi. Donc là, ça m'ennuie un petit peu de l'aborder, mais bon. En matière d'emploi, on pourra avoir parfois des accords très particuliers que l'on appelle des accords de performance collective. Et donc, ces accords de performance collective, ce sont des accords qui vont être destinés à préserver l'emploi ou à améliorer l'emploi ou, c'est là qu'est la nouveauté, à assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est une formule très générale. Et dans ces accords, il sera possible de prévoir, dans certaines limites, des baisses de rémunération, tout en respectant évidemment au minimum les salaires minima conventionnels de branche. Il sera possible de prévoir des modifications en matière de répartition du temps de travail. Il sera possible de prévoir des dispositions en matière de mobilité professionnelle ou géographique. Évidemment, ces dispositions s'accompagneront normalement d'autres dispositions qui pourront être plus favorables aux salariés.
Ceci dit, un certain nombre de salariés peuvent être amenés à refuser les dispositions de l'accord. Et donc, dans ce cas, eh bien, l'entreprise sera en droit, si l'accord est valide, l'entreprise sera en droit de procéder au licenciement de ses salariés qui seront licenciés, même s'ils sont plusieurs à refuser, qui seront licenciés dans le cadre d'un licenciement individuel et ils percevront leurs indemnités de licenciement. En revanche, ils ne bénéficieront pas, par exemple, d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Et s'il y a des dispositions d'accompagnement, eh bien, elles figureront dans l'accord. Mais ça, c'est un point que l'on reverra plus en détail quand nous aborderons justement les accords en matière d'emploi. Nous verrons les accords en matière de préservation de l'emploi, notamment les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et nous verrons également les accords qui peuvent être des accords qui aboutissent à la mise en cause d'emploi, et c'est notamment le cas, suivant les modalités retenues, c'est le cas des accords dits de performance collective. En dehors de ces accords, eh bien, a priori, les accords d'entreprise vont prévoir pour les salariés des dispositions plus favorables. Alors, il doit rester très peu de temps, quelques minutes. D'autres points, oui, Alors, il y a une question pour mes collègues qui sont dans le studio. Comment est-il possible de récupérer le direct? Je crois que le direct, vous allez le retrouver sur le site. On va vous répondre. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur le plan juridique? Voilà. Merci Nicole. Nicole vous répond que vous pourrez récupérer le direct sur la plateforme. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions concernant cette semaine en matière de négociation collective sur le plan juridique? Ou est-ce que vous considérez que pour cette semaine-là, vous avez eu suffisamment d'éclaircissement? Non? Vous êtes sûr? Bon, on continue à échanger sur le forum. Donc n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas également à répondre, à apporter des éléments de réponse à des collègues qui interviennent. Si vous pouvez utiliser le système de vote, c'est-à-dire que quand vous voyez qu'une personne a posé une question qui correspond effectivement à une de vos préoccupations, plutôt que d'ajouter une nouvelle question, vous pouvez voter sur sa question, éventuellement la compléter par un commentaire. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Et Sandrine réattire notre attention sur le fait qu'on peut passer également par l'historique des directs. Bien. Eh bien, je vous propose que l'on en reste là, donc pour ce direct de ce soir sur les négociations collectives. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un autre direct où on va évidemment commencer à aborder les attributions et le fonctionnement du comité social et économique. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente